Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Hervé Niquet qui vient nous présenter un enregistrement exceptionnel du Requiem de Fauré et une œuvre de Gounod. Bonjour Hervé. Bonjour. Alors, je résume votre parcours. Claveciniste, organiste, pianiste, chanteur, compositeur, chef de chœur et chef d'orchestre. Vous êtes reconnu comme un éminent spécialiste du répertoire français de l'époque baroque à Debussy. Vous fondez votre ensemble, le Concert Spirituel, en 1987, dans le but de faire revivre le grand motet français. Depuis 35 ans, l'ensemble s'est imposé dans la pratique du répertoire baroque, redécouvrant des chefs-d'œuvre européens et des raretés de cette époque. Convaincu qu'il n'existe qu'une seule musique française ininterrompue à travers les siècles, vous êtes accueilli comme chef invité par de nombreux orchestres français et internationaux avec lesquels vous explorez les répertoires du 19e et du début du 20e siècle. Vous êtes également très impliqué dans l'enseignement. Il est essentiel pour vous de transmettre le fruit de votre travail sur l'interprétation, les conventions de l'époque et les dernières découvertes musicologiques, ainsi que les réalités et les exigences du métier de musicien. Vous donnez ainsi des masterclass et accueillez de nouveaux étudiants chaque saison au sein de votre propre ensemble dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle intitulé « La pépinière du concert spirituel ». Vous avez reçu de nombreuses distinctions pour votre carrière. Vous êtes commandeur des arts et des lettres, chevalier des arts et des lettres et récemment, vous avez reçu l'Ehrenpreis der Deutsche Schallplattenkritik pour la qualité et la diversité de vos enregistrements. Je vous propose de débuter cet entretien avec l'hymne Zadok the Priest de Georg Friedrich Händel. Le concert spirituel est dirigé par notre invité Hervé Niquet.
Zadok de Pries de Georg Friedrich Händel. Le concert spirituel était dirigé par notre invité Hervé Niquet. Dites-nous Hervé, venez-vous d'une famille de musiciens? Pas du tout. Mais alors, ce qui s'appelle pas du tout. Ce que j'ai retrouvé, c'est que ma grand-mère, quand elle était jeune, quand elle avait entre 15 et 18 ans, chantait dans les cafés à Dunkerque le vendredi et le samedi soir. Et ma grand-mère, elle est de Dunkerque. Et voilà, c'est tout ce que j'ai retrouvé comme passé musical. Mais c'est vrai que quand on amenait le piano dans le salon et qu'on chantait des choses qu'elle avait connues, elle avait vraiment une sacrée pétoire, comme on dit. Mais c'est vraiment tout ce que j'ai retrouvé comme passé musical. Mais il y avait quand même un piano à la maison. Alors, il n'y avait rien à la maison et papa a acheté, parce qu'il était représentant de commerce, représentant pour l'alimentation du bétail chez les cultivateurs, les fermiers. Et donc, il avait acheté, trouvé dans une grange, un vieux piano derrière 3 bottes de paille qu'il a apporté à la maison, dans une bétaillère. Le piano était foutu, évidemment, ça marchait plus, mais entre-temps, maman m'avait mis au piano avec une vieille demoiselle sur la méthode Rose, enfin bref. Ben, j'avais attrapé le virus, quoi. Puis après, c'est parti. Mais vraiment, c'est tout ce que j'ai... Oui, heureusement que papa a trouvé ce vieux piano qui marchait plus, qu'on a vendu 8 jours plus tard, encore moins cher, à la salle des ventes de ma petite ville. Et puis, voilà comment ça a commencé. Et donc, c'est par les cours de piano qu'a commencé votre passion pour la musique classique? Oui, alors les cours de piano, je ne sais pas si on peut pas appeler ça des cours de piano, parce que je pense que la vieille demoiselle qui m'a donné ça n'avait jamais dû toucher un piano, je pense. Mais bon, elle avait quelques notions de solfège, mais vous savez, papa a toujours été dans les brocantes, les antiquaires et les machins et les marchés. Donc, quand j'avais des bonnes notes, il m'achetait, vous savez, ces partitions qu'on avait chez les bourgeois bien reliées. Vous avez tout Mozart, Oui. tout Beethoven, vous avez tout Mendelssohn, vous avez pour 2 mains, 4 mains ou 2 pieds. Bon. Et ainsi, j'ai lu tout Wagner, j'ai lu tout Mendelssohn, tout ça, parce que ça n'avançait pas. Voilà. Et je me suis fait tout seul. J'ai vraiment lu énormément de kilos de musique, parce que c'était au kilo. Si j'avais une bonne note, j'avais 5 kilos. Si j'avais une très bonne note, j'avais 10 kilos. C'était un Mon antiquaire Dieu! oui, qui était à l'autre bout de la ville. Voilà. Et d'ailleurs, quand on a vidé la maison de papa et maman lorsqu'ils sont décédés, j'ai retrouvé 150 kilos de partitions au grenier, mais c'est phénoménal. Donc voilà, je me suis un peu fait tout seul, et j'avoue que cette façon de déchiffrer, d'apprendre la musique un peu seul, ça m'a servi quand je suis arrivé à l'Opéra de Paris, parce que je pouvais lire n'importe quoi. Couché, debout, assis, avec ou sans lumière. Donc voilà, ça m'a été précieux quand je suis arrivé chef de chant à l'Opéra de Paris, où il faut lire n'importe quoi, à n'importe quelle heure, déchiffrer, transposer, accompagner. Voilà, donc ça m'a été bien utile. Alors, comment est-ce que vous avez décidé de devenir chef de chœur et de fonder votre propre ensemble? Bon, écoutez, comme dans toutes les petites villes de province, Abbeville, ça fait 20 000 habitants, donc il y a évidemment une paroisse, 2 paroisses, et puis l'organiste est vieillissant, donc je la pousse de son banc, je me mets à l'orgue, et puis la chef de chœur, c'est une catastrophe, donc je pousse la chef de chœur. Alors, quand je dis pousse, on donne un coup de main, et puis ça marche mieux, donc voilà, il y a pas de... C'est une petite société rigolote, quoi, toutes les animations paroissiales. Puis c'est comme ça que je me suis mis devant un chœur, et puis après, bon, je suis venu à Paris, mais j'ai décidé d'apprendre, parce que c'est quand même un métier, l'air de rien. Et alors, comment vous avez développé cette exigence? Eh ben, je crois que... Alors, on me dit souvent, oh là là, t'es vraiment exigeant. Ben, je crois que j'ai appris parce que j'ai très longtemps eu des mauvais cœurs. Et si vous voulez un résultat, parce que quand même, quand on va en public, il faut avoir un résultat. Les gens viennent, il ne faut pas les décevoir. Parfois, ils achètent un ticket, donc il faut qu'ils en aient pour leur argent. Donc, j'avais... Même chose à la messe, hein, il faut quand même que le curé se retourne pas, parce que quand la chorale chante, c'est une catastrophe. Bon, c'est arrivé moult fois. Donc voilà, ça, j'avais peut-être déjà une idée du théâtre, quoi. Il faut que ça soit bien, il faut que le public en ait pour son argent. Donc voilà, avec ces mauvais cœurs et des petits ensembles faits avec des amis, j'avais besoin de pousser très loin pour que ça ressemble avec quelque chose. Alors quand on a un très bon orchestre, je suis pas sûr qu'on apprenne vite, parce que vous faites 2 gestes, pouf, c'est déjà impeccable. Alors si vous n'avez pas grand-chose à dire, on s'ennuie vite, c'est impeccable, mais on s'emmerde. Et donc de trouver des solutions pour des amateurs, ça m'a vraiment formé.
Et je me suis rendu compte que ça me servait beaucoup pour les professionnels d'aller tout de suite plus loin. Voilà, donc ça a été aussi très, très formateur. Alors, comment est-ce que vous avez décidé de former votre propre ensemble? Ah, écoutez, par énervement. Parce qu'un jour, j'étais employé chanteur dans un chœur très connu à Paris. Et puis, le chef, qui était donc payé par le gouvernement français pour faire de la musique française, un chef qui n'était pas français, arrive face à une partition de Jean Gilles et de Jean-Philippe Rameau. Il s'assoit, il regarde ça, alors que nous, on était une trentaine de jeunes Français, plein d'assurance, plein d'envie, d'appétit et tout ça, dans un ensemble spécialisé. Et il regarde la partition et il dit tout haut, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de tout ça? La musique française, c'est quoi? C'est des petits bouts. Oh là 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 là. La colère m'est montée et je suis encore en colère quand je vous en parle, c'est-à-dire près de 40 ans après. Et je me suis dit, eh ben mon vieux, dès que j'ai deux, trois sous, eh bien, j'enregistrerai ces œuvres de Jean Gilles dont tu imagines que c'est que des petits bouts et que ça n'a aucun intérêt. Et c'est comme ça que j'ai décidé de monter mon ensemble, le concert spirituel, avec des amis que j'avais rencontrés dans Atis de Lully avec William Christie, puisque j'ai chanté dans les 46 premières représentations il y a donc 40 ans. J'ai rencontré Jean-Paul Fouchécourt, Véronique Jans, Isabelle Desrochers, enfin tous les amis. Et puis j'ai monté le concert spirituel par colère. Alors, comment est-ce que vous le décririez, le concert spirituel? Pour moi, le concert spirituel, c'est une chance, parce que quand je vois, encore maintenant, 40 ans après, combien il est difficile de réunir un peu d'argent pour faire de la musique, c'est vraiment une chance de trouver cet argent, d'appeler des musiciens, chanteurs et instrumentistes pour faire une musique improbable. Qu'est-ce que vous appelez une musique improbable? Ben, c'est sûr que on fait plus vite carrière, comme beaucoup de chefs qui ont à leur répertoire 10 opéras de Verdi et de Puccini, ou que vous faites des séries des 4 saisons de Vivaldi, du Requiem de Mozart et de la 9e de Beethoven. Ça, c'est tout tracé. On a même l'épaisseur des cachets, le planning déjà, et puis on peut faire ça en minimum de temps. On est sûr du résultat. Or, quand j'ai vu à Beaux-Arts, là, très récemment, qu'en première partie, on donne la messe de Clovis de Gounod, qui connaît ça, des motets de Guillemant, de Aubert, Louis Aubert, hein, A-U-B-U-R-T, pas l'écrivain de ballet, ou de Lily Boulanger, et qu'on voit le bonheur de ces gens à entendre ça, à découvrir, à être étonnés, c'est ça ce que j'appelle improbable. On fait confiance à des maîtres, on le sert avec tout son cœur, et puis il en résulte des étonnements absolument joyeux. Et c'est ce que j'appelle improbable. Il faut un peu de courage. Mais c'est vrai qu'on a du plaisir de temps en temps, en effet, à faire le Requiem de Mozart, le Messie de Handel. On en profite pour apporter un peu notre patte, nos idées et tout ce qu'on sait de recherche. Mais moi, j'aime bien les chemins pas connus, quoi. Alors, vous êtes directeur de la radio, du chœur de la radio flamande, excusez-moi. J'étais, attention, vous étiez. Et premier chef invité du Brussels Philharmonic? Alors, tout ça est passé. Tout ça est passé. Ben oui, parce qu'on a, en tant que chef, vous savez, on a des contrats à durée déterminée. Hein, c'est aussi simple que ça. Et puis, un jour arrive la fin du contrat, et puis un autre chef qui est engagé. Donc voilà, il faut bien anticiper tout ça. Moi, j'aime pas m'accrocher, vous savez. Je suis un randonneur, donc j'aime bien le paysage. Et quand on fait de la randonnée, on voit le paysage défiler, mais extrêmement lentement. C'est tellement mieux que les randonnées à vélo où tout va trop vite. Donc j'aime contempler le paysage, mais j'aime passer aussi. Et puis ça se fait lentement, mais ça se prévoit. Puis quand on passe d'une vallée à l'autre, on la devine. Et puis ça arrive sur le sommet, l'autre disparaît. Voilà, tout ça est très lent. Ben, c'est un peu ma vie, je prévois de partir à chaque fois. Et j'ai eu quelques années avec le Vlaams Radiochor absolument fantastique. Je suis arrivé là, c'était un chœur qui était un petit peu
en désamour du public, en désamour de la radio, en désamour d'eux-mêmes. Ils perdaient un petit peu confiance, ils voyaient plus trop leur utilité. Et j'ai hérité de cet ancien chœur de la radio, 24 choristes, dont certains avaient parfois 25 ans de maison. Il y avait des altos qui étaient assises l'une à côté de l'autre depuis qu'elles avaient 20 ans. Ça faisait 30 ans. Et je me suis dit, oh là là, ça va être... Pas du tout. C'était extraordinaire parce qu'ils avaient une conscience d'être bons à n'importe quelle heure de la journée sur n'importe quel répertoire. Et là, ça m'a appris une grande partie de mon métier. Ils ont une grande honnêteté. Et grâce à eux, j'ai pu faire explorer énormément de choses. Et même chose avec le Bruxelles Philharmonique. Alors là, c'est un grand orchestre. Et on a fait avec eux beaucoup de musique française. Et... Pardon. Et alors que souvent en France, j'ai du mal à mettre sur les pupitres du Saint-Saëns, du Gounod, du Latombelle, du Ducas et d'autres choses comme ça, à Bruxelles, je mettais n'importe quoi sur les pupitres du chœur ou de l'orchestre et ils me disaient « on y va !» Et ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes. Et donc j'ai fait avec Bruxelles Philharmonique et Vlaams Radio Corps une quarantaine de disques pour le Palazzetto Brusané, des choses que j'aurais pas pu faire en France. Qui connaît Dimitri de Victorin-Joncière, qui connaît tous les Latombelles qu'on a fait, les cantates de Saint-Saëns, Ducas, Dolon, Max Dolon. C'est l'un des meilleurs compositeurs avec Debussy. Oui, donc avec le Bruxelles Philharmonique, j'ai fait, et le Vlaams Radio Corps, j'ai fait énormément de choses que j'aurais pas pu faire il y a 15 ans, il y a 20 ans en France. Et bien cette période a pris fin parce que le contrat était fini. Et puis voilà, je vaque vers d'autres cieux. Je travaille beaucoup avec l'orchestre de la radio bavaroise, Müncher Rundfunk, avec l'orchestre symphonique de Montréal. Enfin voilà, donc je vais sous d'autres cieux. Alors, je vous propose de poursuivre en musique, avec la fin du 4e acte de Médée de Charpentier. Les solistes, le chœur et le concert spirituel, donc, sont dirigés par notre invité, Hervé Niquet. En effet, de sa rage, de cet affreux spectacle, elle a su la rigueur. Pouvait-elle mettre en usage un supplice plus propre à m'arracher le cœur? Silence, près d'être uni par une
Elle est morte, et je vis. Courons à la vengeance, pour être en liberté de renoncer au jour. La perte de mes vies est due à mon amour. Quel supplice assez grand peut expier l'offense, mais par quel effet de son âme. Qui te presse et de venger la princesse. Venge encore tes enfants, ce funeste poignard les a ravés en tendresse. Ah, barbare! Infidèle, après ta trahison, ai-je dû voir mes fils dans mes fils de chasseurs. Ne crois pas échapper au transport qui m'anime. Pour te punir, j'irai jusqu'aux enfers. Ton désespoir choisit mal sa victime. Que prend-il, puisque les ailes sont pour moi des chemins ouverts? Ah, le ciel qui toujours protégea l'innocence. Adieu, Jason, j'ai rempli ma vengeance. Voyons courant en feu ces palais embrasés. Pleure à jamais les mots que ta flamme a causés. La fin du 4e acte de Médée de Charpentier, les solistes, le chœur et le concert spirituel étaient dirigés par notre invité Hervé Niquet, une nouvelle parution du label Alpha. Alors Hervé, vous êtes à la tête d'une riche discographie. Aimez-vous enregistrer ou vous considérez que c'est un mal nécessaire? Alors, je me souviens de mon premier disque, justement, de Jean Gilles, où j'allais vomir entre les prises tellement j'étais angoissé. Donc, je faisais une prise, je sortais, je revenais, une autre prise, et le premier jour était horrible. Mais horrible d'angoisse, parce que, oui, j'angoissais du résultat. Le disque était un succès, etc., etc. Et pour moi, le disque, c'est toujours une épreuve, parce qu'on a un nombre d'œuvres déterminé, on a un nombre de mesures absolument enregistrées. Je calcule en général ce que coûte une minute d'enregistrement. Parce que quand vous avez 150 personnes, avec les gens qui viennent de partout, les défraiements, les hôtels, les transports, la location des partitions, du matériel, de la salle... Les ingénieurs du son, bref, Donc je sais à peu près ce que me coûte une minute d'enregistrement. Comme les répétitions, c'est pareil. Et donc, c'est un stress supplémentaire parce qu'il y a une obligation de rendu quand il y a tout cet argent derrière. Mais j'essaie de, j'allais dire, rentabiliser intellectuellement. Ça devient pour moi un outil, un aiguillon pour que dans l'enregistrement, ça se passe bien, que tout le monde soit détendu. Le seul tendu, ça doit être moi, et personne n'est là pour le savoir, parce qu'on doit avoir des conditions optimales de bonheur, de détente, comme au concert, même s'il y a un peu de stress, pour que ça soit du vrai. Alors, je ne veux pas parler de mal nécessaire, mais c'est vrai que j'ai calculé récemment le nombre de disques que j'ai fait depuis 40 ans, j'ai dépassé les 170. Avec à peu près 110 pour le concert spirituel et plus de 60 pour le répertoire 19e, 20e. Donc c'est quand même beaucoup, quoi. Mais à chaque fois, c'est une douleur. Hein. J'appréhende la semaine qui précède et vraiment, c'est un ouf quand j'entame le dernier service d'enregistrement et généralement, je mets 15 jours à m'en remettre. Hein. Je comprends. Oui, c'est un gros... Il y a comme un décalage horaire, après vous devez vous récupérer. C'est-à-dire vous emmagasinez 4 jours d'adrénaline, 8 heures par jour, vous dormez mal,
On mange pas à des horaires possibles, donc c'est l'enfer, c'est l'enfer. Et tout ça, avec tout ça, il faut que quand on arrive le matin, on ait l'air frais comme une rose, plein d'idées, il faut que ça soit jovial pour que tout le monde soit de la même humeur et que ça soit détendu. Donc voilà, oui, je mets 15 jours à m'en remettre. Alors, nous venons d'écouter un extrait de Médée de Charpentier, qui est un nouvel enregistrement. Quelle place occupe cette œuvre dans le répertoire baroque, selon vous? Écoutez, le répertoire est tellement immense que on ne peut pas imaginer que le compositeur ait eu une vision de sa place dans l'histoire de la musique. On peut l'imaginer maintenant parce que nous, on a sous les yeux, là en 2024, 1000 ans de musique. Mais quand on œuvre à la fin du XVIIe siècle, on est empêtré dans la vie de tous les jours, de devoir gagner sa vie, même les grands compositeurs, d'être sous le joug de la politique, etc., etc. Je crois que peut-être on a une idée du moment, on a une idée de ce qu'on veut faire dans sa carrière, mais je pense que la volonté de Charpentier était ailleurs. Mais il n'en reste que Médée de Charpentier, il a écrit un opéra et un oratorio sacré, David et Jonatas, donc c'est un énorme moment pour lui. Il faut rappeler quand même que Marc-Antoine Charpentier était le compositeur le mieux payé de France. Il était le maître de chapelle et compositeur de Marie de Lorraine, la duchesse de Guise, la cousine de Louis XIV, et la duchesse de Lorraine était plus riche que le roi de France. Elle avait des possessions énormes, des revenus énormes, des collections énormes qui venaient de sa famille. Et elle était, en plus, elle n'avait pas d'enfant. Donc pour vous dire, le roi de France a racheté la quasi-totalité de ses collections de peintures, de tapisseries et de mobilier. Tout se trouve d'ailleurs actuellement au Louvre. Et il a racheté sa musique. Il a racheté une grande partie de ses instrumentistes et des chanteurs qu'il a placés dans sa musique ou à l'opéra. Mais elle était riche et donc Charpentier, qui était l'un des meilleurs compositeur du royaume, est resté à l'hôtel de Guise toute sa carrière. Quand elle est décédée, il est parti à la chapelle, à la Sainte-Chapelle. Mais s'il est resté, c'est qu'il était bien payé, très très bien payé. Il a d'ailleurs raté volontairement le concours fait par le roi pour lui, pour entrer à la chapelle du roi. Il l'a raté, il était soi-disant malade au deuxième tour, il ne l'a pas eu, il est revenu à la duchesse de Guise. Et il avait les meilleurs musiciens du royaume, il avait 3 chapelles à disposition, il écrivait pour les jésuites quand il voulait. Donc il n'avait pas de souci, le brave homme. Il n'en reste qu'il a peu écrit pour l'opéra parce qu'il n'était pas du tout touché par ça. Quand je dis touché, il n'était pas dans les cercles de pouvoir qui pouvaient vous faire jouer à l'opéra. Il a néanmoins réussi à faire jouer Médée. Et je pense qu'il s'est dit, faut pas que je rate mon coup. Pas en faisant un chef-d'œuvre. Ça, il faisait 3 notes, c'était un chef-d'œuvre. Le pauvre garçon, il était extrêmement doué, c'est un vrai génie. Vous savez, quand vous écoutez 3 musiques de Duke Ellington, de Berlioz ou de Ravel, vous savez que c'est ça. Charpentier, c'est la même chose. Vous écoutez une mesure, vous savez que c'est du Charpentier. Ça sonne comme du Charpentier. C'est vraiment la marque des génies. Eh bien, il s'est dit, peut-être que je n'aurai pas l'occasion 2 fois de faire ça. Allons-y. Et cette Médée de Charpentier a une destinée très, très, très brève parce qu'elle va être jouée à l'Opéra de Paris à peine 10 fois, quoi. Ça sera un fiasco. Et pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était loin de tout ça à la ville. Il était à l'hôtel de Guise, il regardait toute la bourgeoisie, toute l'aristocratie un peu de loin, et comment il s'écharpait pour avoir une place de soleil auprès du roi. Il a fait, avec cette Médée, une caricature de la société de l'époque absolument féroce. Quant à l'affiche, vous voyez Médée, cette femme, cette sorcière, cette magicienne qui va égorger ses enfants à la fin de l'ouvrage. Vous venez pour détester Médée. Pas de chance. La seule qui sera aimable au sens premier du terme, qui soit respectable, qui soit noble, qui ait des sentiments, qui ait de la fierté, qui soit une vraie femme, c'est Médée. Les autres, son amoureux est abject, le roi est un pleutre, la fille du roi est une pauvre fille idiote, et tout le monde s'est reconnu. Tout le monde s'est reconnu. On venait détester Médée, c'était la seule respectable. Les autres,
ils faisaient partie des autres, puisqu'ils étaient de l'aristocratie, étaient des monstres. Vous imaginez bien que la vente des billets a un peu chuté. Voilà, et on n'a plus jamais reparlé de Médée. Donc, il a réussi son coup. On en a parlé, mais jamais on a remis ça sur scène. C'est William Christie et John Eliot Gardiner qui, a 30 ans, 40 ans, ont remis ça sur le tapis. Depuis lors, elle n'a plus quitté le répertoire. Ah ben oui, parce que c'est un monstre. C'est vraiment un monstre. Il y a absolument tout ce qu'on aime dans l'opéra. Vous savez, souvent, l'opéra baroque, c'est toujours la même chose. C'est une histoire de fesse des dieux. Hein. Je t'aime pas. Et puis, il y a un berger. Ah ben, il est pas mal quand même. Et puis, là, puis il y a une déesse qui le veut. Enfin, bref. Et puis, tout s'arrange à la fin. Bon, des fois, il y a des morts. Bon. Puis, il y a toujours une bergerie au milieu. Et là, rien de tout ça. Ça se termine horriblement mal. Mais horriblement mal. Donc, c'est là aussi pas de happy end, c'est épouvantable. Donc, c'est une vraie tragédie. C'est vraiment un grand film, quoi. C'est à l'apogée de la qualité de l'opéra français. Alors, je vous propose de continuer en musique puisque vous nous apportez une nouveauté. Donc, voici le Libérame et In Paradisium du Requiem de Fauré. Le baryton Philippe Estève, le concert spirituel sont placés sous la direction de notre invité Hervé Niquet. Thank you.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical, le Libérame et In Paradisium du Requiem de Fauré. Le baryton Philippe Estève, le concert spirituel, était placé sous la direction de notre invité Hervé Niquet, une nouveauté du label Alpha Classique. Alors dites-nous Hervé, vous êtes l'un des défenseurs majeurs du répertoire romantique français. Comment est née cette vocation ? Alors, défenseur majeur, il y en a plusieurs, hein. Moi, j'en ai fait beaucoup, voire beaucoup. Mais il y en a d'autres, hein. Et puis là, depuis que le Palazzetto Brusané a été créé il y a une vingtaine d'années, beaucoup de gens se sont pris d'amour pour notre répertoire, qui était mal défendu parce que pas édité, beaucoup de choses encore dans la bibliothèque. Et depuis 20 ans, le Palazzetto Brusané a fait... Est-ce que vous pouvez dire un mot sur cette fondation, le Palazzetto Brusané ? Alors, le Palazzetto Brusané a été créé par Nicole Bru, qui avait acheté un palazzetto à Venise, et elle a décidé d'en faire le centre de musique romantique française pour la recherche, l'édition et la diffusion de ce patrimoine français de 1790 à 1930. Voilà. Et cette maison est donc dotée d'un budget qui est pérenne, puisque ça fait partie d'une fondation. Après, quand Nicole sera décédée, ce que je souhaite le plus tard possible, ce qu'elle a créé va survivre. Et c'est son souhait le plus cher. Et en effet, ce centre n'a pas à attendre des subsides des gouvernements ou d'un ministre de la Culture qui va décider que non, c'est plus intéressant. Elle a doté ça d'une stabilité ad vitam aeternam. Et ce qui fait qu'on peut travailler à des sujets qui n'intéressaient personne il y a 20 ans et qui maintenant sont sur toutes les scènes de l'opéra. Et quand j'ai joué là récemment à Beaux-Arts un motet de Guillemant, un motet de Louis Aubert, cette messe de Clovis qui était complètement inconnue des auditeurs juste quelques minutes avant, on en a plein nos armoires. Et ça a créé une chose très importante, du répertoire français pour lequel les Français sont prêts. Et c'est vrai que dans le monde lyrique, par exemple, les Français sont un peu partis, c'est la petite portion, quoi. Mais depuis qu'on a mis tout ce répertoire sur la table, ça a donné énormément de travail aux musiciens français, instrumentistes et chanteurs. Donc voilà, merci Nicole Bru et merci le Palazzetto Brusané. Et comment est-ce que vous décidez quelles œuvres vous souhaitez faire sortir du silence et quelles œuvres doivent connaître les honneurs du disque et celles que... au contraire. Alors, il y a un directeur artistique qui s'appelle Alexandre Radvicki, qui est un genre de génie musicologue ou de musicologue génial, qui connaît tout surtout de cette période. Il est surtout passionné. Il a tout lu, je ne sais pas comment il a fait. Il est jeune, hein, il a 40 ans. Hein. On a eu l'occasion de le recevoir dans l'émission. Je ne sais pas comment il fait. Il ne doit pas dormir la nuit depuis qu'il a 15 ans, quoi. C'est pas possible.
Alors évidemment, lui aussi en a des armoires, mais il sait aussi écouter les demandes de certains orchestres, de certains producteurs, de maisons d'opéra, d'ensembles, d'instrumentistes, de quatuors, et il décide 3 ou 4 ans avant quelles seront les lignes éditoriales, de recherche d'abord et éditoriales, des répertoires, pour que ça soit joué tout de suite. C'est pas un travail intellectuel, c'est le contraire, c'est-à-dire on demande, on cherche, on édite et on joue. Ce qui fait que l'année dernière, il y a eu entre 500 et 600 collaborations, je ne me souviens plus, dans le monde entier. Mais ne serait-ce que d'éditer une partition pour un chœur, que d'éditer un ouvrage lyrique pour l'Opéra de San Francisco, pour ceci, ou de faire en même temps des livres. Donc il y a eu 600 parutions, 550, quelque chose comme ça. Ça peut être juste une réédition d'un quatuor pour un quatuor d'Onslow. Voilà, il peut y avoir des petits travaux et des travaux énormes. Donc c'est un endroit de ressources absolument considérable. Et donc, depuis que ce centre a été créé, je vous dis, j'ai enregistré pour eux, avec eux, plus de 50 disques de musique romantique française. Alors Hervé, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité la possibilité de faire découvrir à nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire connaître ? Eh bien, écoutez, un choc. Pour la première fois que j'ai mis les pieds en Afrique, c'était à Djibouti, j'avais 20 ans. On sortait de l'avion, la chaleur, j'ai encore l'idée de la chaleur qui m'est tombée dessus quand les portes de l'avion sont ouvertes. Et le lendemain, Myriam Makeba, c'était à Djibouti, donc la poêle à frire de l'Afrique. Le lendemain, je venais là pour le centre de l'Institut français, ce qu'on appelait avant l'Alliance française. L'Institut français avait organisé un concert de Myriam Makeba dans le grand auditorium de l'Institut français à Djibouti. Et là, ça a été un choc. Donc, j'avais 20 ans, donc il y a bientôt 50 ans. J'ai fait la rencontre de Myriam Makeba et de sa chanson emblématique Pata Pata. Donc c'était toute l'Afrique du Sud qui me débarquait. Alors moi, que j'arrivais avec mes certitudes de pianiste de l'Opéra de Paris, qu'on va pas m'en raconter, que j'ai fait des études, moi que je sais lire la musique, moi je peux vous dire, j'ai vite remballé ma fierté. Et là, ce Pata Pata Myriam Makeba me fait toujours le même effet. Alors nous l'écoutons maintenant.
Nous venons d'écouter Pata Pata de Myriam Makeba. Il s'agissait du choix de notre invité Hervé Niquet. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Hervé d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci à Clément Villensen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.